préoccupations des femmes françaises pour 2025. Notre objectif, c'est vraiment de décrypter ce qui se cache derrière ces mots, de comprendre les inquiétudes majeures qui ressortent pour l'année prochaine, enfin pour 2025. Bonjour. Oui, c'est un sujet important. Ces textes, ils nous donnent un aperçu des enjeux financiers, sociaux, même juridiques et professionnels spécifiques aux femmes. Exactement, c'est un panorama assez direct de ce qui semble peser sur certaines femmes en France. On va explorer ça ensemble, essayer de voir les liens entre tout ça. Absolument. Et ce qui est, je trouve, frappant dès le départ, c'est la diversité de ces préoccupations, mais aussi comment elles semblent s'entremêler, quoi. Elles touchent vraiment au cœur du quotidien, à la fois, disons, dans la sphère privée et dans la vie publique. Notre but, ça va être non seulement d'identifier quelles sont ces inquiétudes, mais surtout de comprendre pourquoi elles sont si présentes en se basant vraiment sur ce que nous disent ces sources. Parfait. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Un point qui saute aux yeux dans ces extraits, c'est la question de la sécurité économique. Plus précisément, la crainte de perdre son autonomie financière. Bon, décortiquons un peu ça. Les sources insistent vraiment là-dessus. Oui, c'est ça, cette difficulté à joindre les deux bouts, comme on dit, à assurer les ressources nécessaires pour vivre correctement. Et les sources pointent même un groupe spécifique, les mères divorcées. Ça, c'est très concret, on est loin des grandes théories. C'est exact. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène vraiment à la base de la sécurité. Est-ce que je peux subvenir à mes besoins, à ceux de mes enfants ? Les extraits suggèrent en tout cas que pour les mères divorcées, la situation est particulièrement tendue. On peut imaginer derrière cette simple mention toutes les difficultés. La question des pensions alimentaires, par exemple. Est-ce qu'elles sont suffisantes ? Est-ce qu'elles sont versées régulièrement ? Oui, c'est souvent un problème. Et puis, il y a le parcours du combattant que peut être la recherche d'un emploi stable. Bien sûr. Sans parler du coût du logement, qui pèse très lourd sur un budget monoparental. C'est énorme. On imagine bien la pression au quotidien, oui. Le stress permanent juste pour boucler le mois. Est-ce que les mécanismes de soutien actuels, les aides sociales, les allocations, sont vraiment adaptés à la réalité de ces familles ? C'est une vraie question. D'accord. La mention de perte d'autonomie, c'est fort aussi. Ça suggère peut-être une dépendance accrue vis-à-vis de ces aides ou de l'ex-conjoint, ce qui peut être très mal vécu. D'accord. Passons à un autre thème qui ressort bien de ces documents, la discrimination. Et c'est intéressant, elle est abordée sous un double angle, religieux et social. L'exemple donné, et c'est vrai que c'est un sujet qui enflamme souvent les débats en France, c'est celui des sensibilités autour des symboles religieux et notamment le hijab. Effectivement. Là, on est au cœur d'une tension quasi permanente dans la société française. D'un côté, il y a le principe de laïcité, la neutralité de l'État, des services publics, c'est une notion clé, mais son application dans l'espace public plus large, ça fait toujours débat. Et de l'autre côté, la liberté fondamentale de croire, ou pas, et de manifester ses convictions, dans le respect des lois, bien sûr. Le fait que les sources mentionnent spécifiquement le hijab, ça montre qu'on touche à un symbole particulièrement chargé. Et pourquoi ce focus sur le hijab, d'après vous, en lisant entre les lignes des sources ? C'est juste le symbole en lui-même ou il y a autre chose derrière ? C'est rarement juste le symbole, quoi. Le fait que les extraits l'isolent comme ça suggère qu'il sert un peu de point de fixation pour des questions bien plus larges. On peut y lire une inquiétude sur l'intégration, la place des religions minoritaires, et surtout, comme le texte parle de discrimination, une préoccupation face aux expériences négatives que vivent certaines femmes musulmanes. D'accord. Il ne s'agit pas seulement de la visibilité d'un signe religieux, mais de comment cette visibilité peut entraîner des jugements, du rejet, parfois même des obstacles très concrets. Les sources pointent ici, je pense, vers un vécu de discrimination qui peut être fondé sur une appartenance religieuse réelle ou supposée, et peut-être aussi sur l'origine. Donc si je comprends bien, cette mention dans les préoccupations, ça irait au-delà du débat politique abstrait pour toucher à des expériences vraiment personnelles d'exclusion, de difficultés. C'est tout à fait ce que le terme discrimination suggère, oui. Si on relie ça à la préoccupation sociale qui est aussi mentionnée, on peut penser aux difficultés d'accès à l'emploi, on entend parfois des histoires de CV écartés, de promotions refusées, ou même des remarques désobligeantes dans la rue, dans les transports. Un sentiment de ne pas être tout à fait accepté ou légitime. C'est là qu'on voit bien l'intersectionnalité dont on parle souvent. Être femme et musulmane et peut-être issue d'un quartier populaire, ces identités peuvent se croiser et en quelque sorte amplifier les expériences de discrimination. Le document
en liant religieux et social, semble vraiment pointer vers cette complexité-là. D'accord. On enchaîne sur un autre type de difficulté, plus administratif peut-être, mais tout aussi crucial. Les sources parlent de défis juridiques liés au séjour et à la nationalité. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement, ce terme un peu formel? Oui, c'est un peu technique, mais ça désigne des obstacles bien réels qui affectent la stabilité, les droits fondamentaux de beaucoup de femmes étrangères ou qui sont en train de régulariser leur situation. On parle ici de femmes qui ont immigré pour le travail, pour rejoindre leur famille ou qui sont conjointes de citoyens français ou même étrangers d'ailleurs. Leur statut administratif, le fameux titre de séjour, ce papier essentiel qui permet de vivre et souvent de travailler en France, eh bien ce statut peut dépendre de conditions parfois précaires. Comme quoi, par exemple? Maintenir la vie commune pour une conjointe, par exemple, ou conserver un emploi pour une salariée. Si ces conditions changent, le titre peut être remis en cause. Et puis, il y a toutes celles qui sont engagées dans les démarches pour obtenir la nationalité française. Un processus qui peut être vraiment long, complexe, angoissant. Oui, on imagine le stress que ça doit être, cette incertitude permanente. Ce ne sont pas juste des papiers, en fait. C'est tout l'avenir qui est en jeu. Précisément. Les défis juridiques dont parlaient les sources, ça peut vouloir dire plein de choses. La complexité des lois, des règlements qui changent tout le temps, la difficulté à rassembler tous les documents qu'on demande, les délais d'attente qui peuvent être interminables pour avoir un simple rendez-vous en préfecture ou une décision. Et puis, l'angoisse terrible face à un refus, ou pire, la menace d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Cette précarité juridique, ça génère une anxiété immense. Ça peut empêcher de se projeter, de chercher un meilleur travail, de s'inscrire à une formation, parfois même d'accéder à certains soins ou à des prestations sociales. C'est une vraie épée de Damoclès. Donc cette insécurité administrative, elle peut avoir des répercussions en chaîne sur tous les autres aspects de la vie. C'est une vulnérabilité qui vient s'ajouter aux autres. Exactement. Et le fait que les sources mentionnent ces défis, ça soulève aussi la question de l'accès à l'information, à l'aide juridique. Est-ce que ces femmes ont les moyens de comprendre leurs droits? Est-ce qu'elles peuvent se faire aider par des associations, des avocats? Est-ce que les procédures sont assez claires, assez accessibles? Les sources pointent là un domaine où le manque de maîtrise de la langue ou des codes administratifs français, ajouté à la complexité du système, peut créer une barrière énorme et être une source majeure d'inquiétude. Un sentiment général de discrimination et de manque d'égalité. Et c'est précisé dans les sphères politiques, sociales et professionnelles. C'est vaste comme préoccupation. C'est vaste, oui, et c'est peut-être justement pour ça que c'est si fondamental. Ça traduit un ressenti qui persiste, j'ai l'impression. Malgré les lois sur l'égalité, malgré les discours, l'expérience quotidienne de beaucoup de femmes ne reflèterait pas encore cette égalité qu'on proclame. D'accord. Et au-delà du travail, dans le politique, le social, qu'est-ce que ces manques d'égalité peuvent signifier concrètement? En politique, malgré les lois sur la parité, on voit bien que les postes vraiment clés, les présidences d'assemblées, de commissions importantes, restent très majoritairement occupés par des hommes. Il y a une différence entre le nombre affiché et le pouvoir réel. Socialement, c'est peut-être plus diffus, mais c'est tout aussi présent. Ça peut être la persistance des stéréotypes de genre, dans l'éducation, dans les médias, la publicité. Ça renvoie aussi sans doute à la répartition encore très inégale des tâches domestiques, de la charge mentale au sein des couples hétérosexuels, ça c'est un grand classique. Oui, la fameuse charge mentale. Exactement. Et puis, bien sûr, un aspect majeur de l'inégalité sociale, ça reste la question des violences sexistes et sexuelles.